Bienvenue dans cette troisième partie du livre de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Et cette troisième partie est consacrée au phénomène tellement humain qui nous exaspère tous ou qui nous fait rêver, l'excès de confiance en soi. C'est parti. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour bien. La réponse c'est qu'il faut faire mieux, qui sont même parfois des criminels de guerre. Mais d'où vient cette image ? Alors d'abord, il va nous parler de l'illusion de compréhension. Et pour ça, il s'appuie sur le livre de Nassim Taleb, qui est un grand mathématicien, théoricien du hasard et de la chance, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Cygne noir. Et dans ce livre, il invente le concept d'erreur de narration. Et l'erreur de narration, c'est pour décrire la façon dont des histoires faussées du passé façonnent notre vision du monde et nos espoirs quant à l'avenir. Et les histoires explicatives qui séduisent les gens, finalement, sont assez simples, elles sont concrètes. Elles accordent le beau rôle à tout ce qui est talent, à la stupidité et aux intentions plutôt qu'à la chance. Et tout événement saillant et récent va être voué à nourrir un espèce de récit causal. Et Taleb va suggérer qu'en fait, on se leurre en permanence en baptisant des histoires inconsistantes sur notre passé et en les tenant pour vraies. Et un récit convaincant va engendrer l'illusion qu'un phénomène est inévitable. Alors, par exemple, dans le livre, il cite l'histoire de la création de Google. C'est finalement deux étudiants créatifs du département d'informatique de Stanford qui inventent un moyen formidable de rechercher des informations sur Internet. Donc ils cherchent et puis ils obtiennent un financement pour lancer une société et ils prennent une série de bonnes décisions. Et en l'espace de quelques années, la société qu'ils ont créée est une des mieux cotées en bourse aux États-Unis. Et les deux anciens étudiants vont compter parmi les personnes les plus riches de la planète. Et à une occasion mémorable, ils ont eu de la chance, ce qui rend leur histoire encore plus attrayante. Puisque un an après avoir fondé Google, ils étaient quand même prêts à vendre leur société pour moins de 1 million de dollars. Mais en fait, l'acheteur a trouvé le prix trop élevé. Je pense qu'il s'en mord les doigts aujourd'hui. La mention de cet unique coup de chance, en fait, ça nous fait sous-estimer les mille et une façons qu'a la chance d'affecter un résultat final. Et en fait, une histoire détaillée donnerait beaucoup plus de précision sur les décisions des fondateurs de Google. Mais dans le principe, je pense que vous avez compris l'idée. Le récit plus complet décrirait en fait les actions des sociétés que Google a vaincues aussi. Les malheureux concurrents donneraient l'impression sûrement d'avoir été aveugles ou trop lents et dans l'ensemble inaptes à faire face à la menace qui a fini par les submerger. Et en fait, l'auteur raconte volontairement cette histoire sans fioriture, parce qu'en fait, il dit que finalement, c'est une très bonne histoire. Et si elle était enrichie de plus de détails, en fait, elle nous aurait donné le sentiment de comprendre ce qui fait que Google a réussi. Et elle nous donnerait aussi l'impression qu'on a compris une leçon plus générale et utile sur la recette du succès de certaines entreprises. Mais en fait, malheureusement, tout porte à croire que notre sentiment de compréhension et d'apprentissage grâce à cette histoire de Google, c'est quand même pour l'essentiel illusoire. Et le test définitif pour une explication, c'est de savoir si elle nous aurait permis de prédire l'événement. Et il n'y a aucun récit de l'invraisemblable succès de Google qui passerait ce test, parce qu'il n'y a aucun récit qui peut induire les myriades d'événements qui auraient pu aboutir à un résultat différent. Parce que l'esprit humain, il ne sait pas quoi faire des non-événements. Et le fait que plusieurs événements importants aient impliqué des choix, ça va nous pousser à surestimer encore davantage le rôle du talent et à sous-estimer la part de la chance dans le résultat. Et comme toutes les décisions cruciales se sont bien terminées dans leur histoire, on en dégage une sensation de prescience presque parfaite, mais en fait n'importe laquelle de ces étapes réussies aurait pu être sabotée par la malchance. Et l'effet de halo apporte la touche finale, conférant une espèce d'aura aux héros de l'histoire.
Et comme quand on va regarder un kayakiste qui est doué, qui évite les dangers en descendant des rapides, le déroulement de l'histoire de Google, c'est assez palpitant finalement à cause des risques constants de catastrophes. Mais en fait, il y a une différence quand même instructive entre le kayakiste et Google, c'est que le kayakiste de génie, il a descendu des rapides des centaines de fois, il a appris à déchiffrer les eaux bouillonnantes et à anticiper les obstacles, il a appris à effectuer des minuscules ajustements de position qui vont lui permettre de conserver son équilibre. Mais quand même, il est moins facile pour des jeunes gens d'apprendre à créer une société géante. Ils ont moins de chances d'éviter l'obstacle. Par exemple, s'il y avait eu une innovation brillante qui avait été lancée par une entreprise concurrente, ça aurait pu faire tout capoter. Bon, alors certes, l'histoire de Google ne s'est pas faite sans une bonne dose de talent, évidemment, c'est pas ce que l'auteur dit, mais le message quand même à retenir, c'est que la chance y a joué un rôle plus important que le récit a posteriori ne laisse supposer. Et ça marche pour Google, mais ça marche aussi pour Apple et tout un tas d'autres multinationales. Et plus la chance est intervenue, et finalement, moins il y a de leçons à en tirer. Et pourtant, on nous en fait le récit d'une success story qui est liée au génie de ces deux créateurs. Et ça, c'est le principe du Covera qui est à l'œuvre. Et je vous invite à regarder la vidéo sur la partie 1 si vous voulez savoir ce qu'est le Covera. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous empêcher de traiter le peu d'infos dont vous disposez et faire comme si on n'avait pas d'autres. Et en fait, vous édifiez la meilleure histoire possible à partir de ce que vous avez. Et si c'est une bonne histoire, en fait, vous allez la croire. Et paradoxalement, en fait, moins vous allez avoir d'éléments et plus il va être facile de fabriquer une histoire. Moins on en sait, plus il est aisé de concocter sa petite sauce. Finalement, c'est quand on a le moins d'éléments possibles à faire entrer dans le pulse qu'on fabrique les histoires les plus cohérentes. Et notre conviction rassurante que le monde finalement aurait un sens, ça repose sur un principe simple. C'est notre capacité sans limite à ignorer notre ignorance. J'en veux pour exemple tous ces récits d'ascension entrepreneuriale dus à la personnalité d'un PDG ou les récits des chutes des entreprises. Et en fait, si ces récits ils trouvent un tel écho auprès des lecteurs, c'est quand même qu'ils leur offrent ce dont a besoin l'esprit humain, c'est-à-dire un message simple, mettant en scène le triomphe ou l'échec et identifiant des causes claires et taisant le pouvoir déterminant de la chance et l'inévitabilité de la régression. Régression à la moyenne dont on parlait dans la partie 2. Et ces histoires, en fait, elles suscitent et elles entretiennent une illusion de compréhension. Elles administrent des leçons qui n'ont à terme que peu de valeur à des lecteurs qui ne demandent qu'à les croire. Et je ne dis pas ça pour ceux qui viennent d'acheter la dernière biographie d'Elon Musk, pour savoir comment mener à bien son entreprise. Alors ensuite, il va nous parler de l'illusion de validité. Le système 1, il est conçu pour tirer des conclusions hâtives, comme on l'a dit dans la première partie, à partir de très peu d'infos, et la qualité et quantité d'informations les plus succinctes font les meilleures histoires. Et c'est ainsi que certaines de nos convictions les plus ancrées, eh bien finalement, elles ne reposent sur aucune preuve. Et compte tenu de leurs maigres assises, la confiance que nous avons en nos convictions, finalement, quand on y pense, c'est absurde. Et pour autant, cette croyance, elle est essentielle. Alors, il donne l'exemple du groupe sans chef. C'est une expérience qui est menée dans l'armée israélienne et qui est observée par l'auteur lors de son service militaire, parce qu'il était déjà à l'époque étudiant en psychologie, et on lui avait demandé de faire un test pour faire émerger dans le groupe les personnes ayant un tempérament de leader. Donc on met plusieurs personnes, plusieurs soldats entre eux, sans chef, on leur demande de mener à bien une mission et on voit qui est-ce qui prend le lead. Mais cependant, l'auteur a aussi eu l'occasion de comparer les résultats de ce test avec les appréciations des officiers une fois rentrés à l'école des officiers. Il avait une espèce de feedback en fait, et force était de constater que les prévisions obtenues en fait valaient mieux évidemment que de distribuer des notes à l'aveuglette, mais pas de beaucoup. Et ce qui a été surprenant, c'est que l'auteur, même en sachant ça, il a continué à établir des prévisions
quand bien même il avait finalement la preuve globale de son échec, puisque les gens qui prenaient le lead et dont il pensait que c'était des bons leaders par ce test-là, en fait, ne s'avéraient pas forcément des bons officiers plus tard. Et c'est en cela que, en fait, il a fait le rapprochement avec l'expérience de Müller-Lyer, cette fameuse expérience avec la longueur des droites avec des appendices, sur cette expérience d'illusion, et il va nommer ce phénomène l'illusion de validité. La confiance subjective en un jugement, donc en l'occurrence le jugement qu'il avait lui de son expérience, ce n'est pas une évaluation rationnelle de la probabilité. Et ce n'est pas pour autant que ce jugement est correct. Et la confiance, finalement, c'est quoi? C'est un sentiment qui va refléter la cohérence de l'information que nous avons et l'aisance cognitive du traitement de l'info. De sorte que, en fait, il est sage de prendre au sérieux les aveux d'incertitude, mais les déclarations de grande confiance ne nous disent qu'une chose, c'est qu'un individu s'est fabriqué une histoire cohérente, mais pas forcément que cette histoire soit vraie. Dans ces illusions de validité, on a l'illusion de talent. Il y a une logique qui est assez évidente, c'est que si les différences individuelles de réussite sur une année donnée sont entièrement dues à la chance, alors le classement de ces différents individuels changera de façon erratique et la corrélation d'une année à l'autre sera égale à 0. Par exemple, quand vous classez des traders selon leurs performances, leurs résultats financiers. Si ces résultats sont dus à la chance, du coup, le classement changera d'une année sur l'autre. Et la corrélation d'une année à l'autre sera égale à 0, puisque une année, il fera plus 10 et l'autre année, il fera moins 9, et on aboutira plus ou moins à 0 sur la moyenne. Mais si on est en présence de talent, alors les classements vont rester stables. Et la constance des différences individuelles, finalement, c'est la mesure qui permet de confirmer l'existence du talent. Et ça, c'est vrai chez les golfeurs, les orthodontistes, les vendeurs de voitures, etc. etc. Et c'est Terry Odéon, qui est professeur de finance à Berkeley, qui a étudié les fonds d'investissement. Et ces derniers sont gérés par des professionnels qui sont par ailleurs très expérimentés et vraiment travailleurs. Hein, ça, on n'enlève pas cette qualité à ces gens-là. Ils achètent et ils revendent des actions pour obtenir des meilleurs résultats pour leurs clients. Cependant, après 50 ans de recherche sur le sujet, il y a une confirmation qui a été faite par ce fameux Terry Odéon, c'est que pour une grande majorité des gestionnaires, la sélection des actions tient plus du jeu de dés que du poker. Et en général, 2/3 des fonds sont en dessous des performances du marché, quelle que soit l'année. Et donc, c'est une illusion de talent qui est très intégrée dans la culture du secteur. Et quand Odéon a présenté ses résultats à un grand fonds d'investissement, en leur disant que finalement, ça servait à rien de donner des bonus exorbitants à leurs traders, puisque ce n'était pas le talent, mais bien la chance qui leur permettait d'avoir des résultats. Eh bien, en fait, ils ont été assez surpris par la réaction des dirigeants de ce fonds, qui ne paraissaient pas surpris, mais en même temps ont complètement occulté cette information. Et les faits, les preuves, qui viennent finalement contredire ces idées qui sont ancrées dans la culture professionnelle, cette idée d'illusion de talent, quand on vient contredire ça, eh bien, ces informations sont ne sont tout simplement pas intégrées. L'esprit ne les digère pas. L'esprit préfère se dire que nous nous livrons à des jugements qui sont avisés sur des problèmes complexes. Et cette histoire nous paraît beaucoup plus convaincante que finalement d'obscures statistiques. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement sur quoi reposent les illusions de talent et les illusions de validité. Les illusions cognitives, elles sont parfois plus tenaces même que les illusions visuelles. Et la confiance subjective, on l'a dit, c'est une sensation, c'est pas un jugement. Et donc dès lors, ça nous permet de la situer dans le système 1. Et sans parler du fait que les illusions de validité et de compréhension, elles sont soutenues par une puissante culture professionnelle, notamment dans le cas des traders, nous savons que les gens, ils peuvent entretenir une foi inébranlable dans n'importe quelle proposition, aussi absurde soit-elle d'ailleurs, quand ils sont entourés par une communauté qui partage la même foi qu'eux. Alors ensuite, il aborde l'illusion des experts,
Et en fait, il dit que nous passons notre temps à analyser le passé pour tenter de prédire l'avenir. Et il y a bon nombre d'experts qui en ont fait leur spécialité. Et cette tendance vient de notre image biaisée d'une espèce de marge de l'histoire, où une nouvelle fois, nous sous-estimons totalement le fait hasard, puisque nous présupposons que le passé influence l'avenir. Et c'est Philippe Tetlock de l'Université de Pennsylvanie qui a interviewé, tenez-vous bien, 284 personnes ayant pour profession de commenter ou de donner des conseils sur les tendances politiques et économiques. Et en fait, il leur demandait des probabilités que certains événements se produisent. Par exemple, est-ce que Gorbatchev sera renversé par un coup d'État? Est-ce que les USA vont entrer en guerre dans le Golfe Persique, etc., etc. Il va rassembler, attention, plus de 80 000 prédictions. Et le résultat, désastreux. C'est-à-dire que les experts s'en sont moins bien tirés que s'ils s'étaient contentés d'assigner des probabilités équivalentes à chacun des résultats potentiels. Donc, autrement dit, des gens qui passent tout leur temps à étudier un sujet particulier et gagnant ainsi leur vie, fournissent des prédictions moins sûres que ce qu'obtiendraient des singes en tirant des fléchettes au hasard. Et même dans la région qu'ils connaissaient le mieux, en fait, les experts n'étaient pas plus significativement exacts que les non-spécialistes. Et ce qui est drôle, c'est que ceux qui en savent plus, en fait, ils prédisent un petit peu mieux que ceux qui en savent moins. Cela dit, ceux qui en savent plus sont également moins fiables parce que la personne qui acquiert davantage de connaissances développe une illusion accrue de ses capacités et affiche dès lors une confiance en soi irréaliste. Et Tetlock poursuit en disant que les experts les plus demandés, ceux qui étaient sous les feux de la rampe, se sont montrés beaucoup plus sûrs d'eux par rapport à ceux de leurs collègues qui opéraient un peu loin des projecteurs. Amusant. Qu'est-ce qu'on doit en conclure? Eh bien, le monde est imprévisible. Et d'une part, les erreurs de prédiction, elles sont inévitables parce que le monde est imprévisible. Et deuxièmement, il ne faut pas voir dans une grande confiance en soi la preuve de l'exactitude. Alors ensuite, dans le chapitre suivant, il nous parle des intuitions contre les formules. Et il nous parle de Paul Mill, qui écrit Prédiction clinique et prédiction statistique, analyse théorique et étude des preuves. Et là-dedans, en fait, il étudie les prédictions humaines comparées à des prédictions faites par des algorithmes. Conclusion de son étude, dans chaque cas, un simple algorithme a fait aussi bien ou mieux que les experts. Et il nous parle aussi de Orley Ashenfelter, qui est un économiste à Princeton, doublé d'un œnologue. Et il a proposé à son tour une démonstration convaincante de la capacité de simples statistiques à surclasser des experts de renommée mondiale. Et il a créé une formule capable de calculer le prix des vins de Bordeaux à partir de 3 caractéristiques météo. La première, c'est la température moyenne pendant l'été de la culture. La deuxième, c'est la quantité de pluie au moment des vendanges. Et la troisième, c'est la quantité de précipitations durant l'hiver de la culture. Et sa formule permet d'obtenir le prix des grands vins de Bordeaux avec des années, voire des décennies d'avance. Et cet exemple d'un schéma de Mill remet en cause le talent des experts dont les opinions contribuent à déterminer le prix de départ. Alors pourquoi les spécialistes ils sont inférieurs aux algorithmes ? Eh bien parce que les experts, en fait, ils s'efforcent d'être malins, de sortir des sentiers battus et ils prennent en compte des combinaisons complexes dans leurs prédictions. Et il arrive évidemment que la complexité fonctionne de temps à autre, mais le plus souvent, elle limite la validité. Donc il vaut mieux avoir recours à des combinaisons simples. Et selon Mill, rares sont les situations où il est conseillé de substituer le jugement à une formule. Il y a beaucoup de gens qu'on paye à rien faire. Autre chose d'important à relever, c'est que les humains ils font preuve d'une inconstance incorrigible quand ils analysent des informations complexes. Quand on leur demande d'analyser la même situation 2 fois de suite, souvent ils vont donner des réponses différentes, ce qui est évidemment assez inquiétant.
Par exemple, il y a une expérience où on demande à des radiologues d'évaluer des radios du thorax comme normales ou anormales. Et en fait, dans l'expérience, ils se contredisent dans 20% des cas quand ils voient les mêmes radios à 2 occasions différentes. Et il y a d'autres analyses sur des auditeurs, des pathologistes, des psychologues, des spécialistes de la gestion et bien d'autres professions qui démontrent que ce niveau d'incohérence, elle est caractéristique de l'homme. Et même quand un cas fait l'objet d'une réévaluation dans un intervalle de quelques minutes, eh bien, les spécialistes se contredisent. Et des jugements qui ne sont pas fiables, ça ne peut pas être des instruments de prédiction valides de quoi que ce soit. Cette inconstance généralisée, c'est probablement dû à la dépendance extrême du système 1 vis-à-vis du contexte. Et par exemple, le bref plaisir d'une brise fraîche par un jour de forte chaleur va vous rendre légèrement plus positif et optimiste sur ce que vous êtes en train d'évaluer à cet instant-là. Je vous renvoie à l'expérience des juges de remise des libertés en Israël de la première partie. Et comme vous n'avez que peu de connaissances directes de ce qui se passe dans votre esprit, vous ne sauriez jamais que vous êtes parvenu à un jugement différent ou avez pris une décision différente du fait d'un infime changement dans les conditions de votre environnement. Or, les formules, elles ne souffrent pas de tels problèmes. Avec les mêmes données de départ, elles aboutissent toujours à la même réponse. Et quand la prévisibilité est faible, comme dans la plupart des études analysées par Mill notamment, l'inconstance détruit toute validité prédictive. Et les experts qui évaluent la qualité de vins encore jeunes pour prédire leur avenir, ils disposent d'autant plus d'une source d'information qui risque certainement d'aggraver les choses plutôt que de les améliorer, c'est-à-dire qu'en plus, ils peuvent goûter le vin. Et même si par ailleurs ils se font une idée assez juste des effets de la météo, évidemment, ils ne sont pas stupides non plus, ils ne pourront pas se montrer aussi constants qu'une formule. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez également vous tourner vers les écrits de Robin Dawes qui a produit un livre qui s'appelle « La robuste beauté des modèles linéaires incorrects dans la prise de décision ». Alors dans le chapitre suivant, il nous parle des intuitions des experts et il va se poser la question « Quand est-ce qu'on peut lui faire confiance ?» Alors au cours de sa carrière, l'auteur a collaboré avec Gary Klein, qui est un grand spécialiste de l'intuition et assez partisan de la prise de décision naturaliste, où en fait ils étudient le travail des experts comme les pompiers, les médecins, les infirmières. Et dans ces professions-là, le recours à l'intuition est assez fréquemment évoqué et utilisé, et Gary Klein est un grand spécialiste de ces phénomènes. Et donc, le recours aux algorithmes en lieu et place du jugement humain, il va susciter en fait chez ce genre de chercheurs un profond scepticisme. Et Klein a notamment étudié l'expertise des pompiers. Il a écrit aussi Sources of Power, en grande partie consacré au développement de l'intuition chez les spécialistes. Et donc le but de la collaboration entre l'auteur qui était plutôt partisan de se méfier de son intuition et Gary Klein qui est plutôt pour dire suivons-la, c'était d'étudier en fait les frontières qui séparaient les merveilles de l'intuition de ses errements. Et la question qu'ils se sont posées, c'est quand est-ce qu'on peut faire confiance à un expert qui prétend avoir une intuition ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, l'intuition, c'est une reconnaissance. Klein, il a étudié la prise de décision des commandants chez les pompiers et il a élaboré sa théorie de la prise de décision qu'il va baptiser modèle de décision basé sur la reconnaissance. Et ce modèle, il s'applique aux pompiers, mais aussi à d'autres domaines d'expertise, comme par exemple les joueurs d'échecs. Et le processus, il met à la fois en jeu le système 1 et le système 2. Alors dans la première phase, le plan qui vient à l'esprit, il est suscité par une fonction automatique de la mémoire associative du système 1. Et la phase suivante, c'est un processus délibéré où le plan est simulé mentalement pour vérifier qu'il peut fonctionner. Et donc ça, c'est le système 2. Et cette théorie de la prise de décision intuitive comme reconnaissance d'une situation antérieure s'appuie sur la théorie unanimement admise d'Herbert Simon.
Il donne la définition de l'intuition de manière suivante. Il dit « La situation fournit un indice. Cet indice donne à l'expert un accès à une info stockée dans sa mémoire. Et cette info, à son tour, lui donne la réponse. L'intuition n'est rien de plus et rien de moins que de la reconnaissance. » Donc cette formule, elle est assez forte parce qu'en fait, elle ramène la magie apparente de l'intuition à l'expérience quotidienne de la mémoire. Ensuite, on se pose la question de l'acquisition de la compétence. Comment ça se passe ? L'apprentissage émotionnel, c'est-à-dire par les peurs, par le fait d'être mal à l'aise, par l'appréhension, c'est un apprentissage qui peut être rapide. Le développement de ce qu'on considère comme l'expertise, en revanche, va prendre généralement du temps, comme par exemple pour les échecs, le basket professionnel ou bien la lutte contre les incendies, parce qu'en fait, la spécialisation dans un domaine précis, ça ne nécessite pas qu'une compétence unique, mais plutôt une grande collection de petits talents. Et les études réalisées sur les maîtres d'échecs montrent qu'il faut au moins 10 000 heures d'entraînement systématique pour parvenir au plus haut niveau. Donc 10 000 heures, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 5 heures par jour pendant 6 ans. Et ça, c'est tous les jours. On peut comparer l'apprentissage des échecs à celui de la lecture. Un élève de CP travaille dur pour reconnaître les lettres individuelles, et puis les assembler en syllabes, puis ensuite en mots. Mais un bon lecteur adulte enregistre d'un regard un paragraphe entier. Et aux échecs, les pièces, c'est comme des lettres, et une position, c'est comme un long mot ou une phrase. Et la confiance que les gens ont en leur intuition n'est pas une preuve fiable de leur validité. Autrement dit, ne faites confiance à personne, à commencer par vous-même. Mais donc si on se dit ça, alors on est en droit de se poser la question, à quel moment les jugements sont-ils le reflet d'une authentique expertise ? Et à l'inverse, quand est-ce qu'ils trahissent une illusion de validité ? En fait, la réponse, elle tient aux deux conditions fondamentales à l'acquisition d'une compétence. La première, c'est qu'il faut un environnement suffisamment régulier pour être prévisible. Et la deuxième, c'est la possibilité d'apprendre ces régularités grâce à une pratique durable. Et quand ces deux conditions sont réunies, les intuitions seront sans doute le fruit d'une compétence. L'intuition des médecins, des infirmiers, des athlètes et des pompiers, elle se forge sur des situations certes complexes, mais relativement ordonnées. Elle s'appuie en d'autres termes sur des indices d'une grande validité que le système 1 du spécialiste a appris à utiliser, même si finalement le système 2 n'a pas appris à les définir. Mais en revanche, les traders et les politistes ou les politologues qui se livrent à des prédictions à long terme, en fait, ils opèrent dans un environnement à validité nulle. Et certains environnements sont même pires qu'irréguliers, et c'est Robin Hogarth qui parle d'environnement pervers, quand il parle des environnements dans lesquels les experts, ils arrivent même à tirer de mauvaises leçons de l'expérience. Alors évidemment, l'auteur ne dit pas qu'il faut reprocher à qui que ce soit de ne pas pouvoir se livrer à des prédictions exactes dans un monde imprévisible, c'est pas le sujet. Mais toutefois, il semble quand même avisé de reprocher aux experts de croire qu'ils peuvent réussir dans une tâche impossible. Et en l'absence d'indices valides, les succès intuitifs, ils sont dus soit à la chance, soit à des mensonges. Donc n'oubliez pas cette règle. On ne saurait avoir confiance dans l'intuition en l'absence de régularité stable dans l'environnement. Un expert politique qui vous prédit le régime politique d'un pays du Moyen-Orient dans 10 ans, c'est sûr qu'on peut changer de chaîne. Ensuite, il nous parle de la pratique et du feedback. Alors, le développement d'une expertise intuitive, ça dépend essentiellement de la qualité et de la rapidité du retour. Ainsi que de la possibilité de pratique. Et parmi les spécialités médicales, pour donner un exemple, l'anesthésiste, lui, va bénéficier d'un bon retour parce que les effets de son action, ils sont rapidement évidents. Par contraste, les radiologues, en fait, ils retirent peu d'infos quant à la précision des diagnostics qu'ils font et des pathologies qu'ils ne parviennent pas à détecter.
Par conséquent, les anesthésistes, ils se trouvent dans une meilleure position pour développer des talents intuitifs utiles. Et les spécialistes peuvent aussi ne pas être conscients des limites de leur expertise. Et ils donnent l'exemple du psychologue expérimenté qui sait exactement ce qui se passe dans la tête d'un patient. Et il a de bonnes intuitions sur ce que son patient s'apprête à dire. Et donc pour lui, il est un peu tentant de conclure qu'il peut également anticiper comment son patient va se comporter l'année suivante. Mais en fait, cette conclusion, elle n'est pas justifiée du tout. L'anticipation à court terme et la prévision à long terme, ça c'est deux tâches complètement différentes. Et de même, un spécialiste financier, il peut être doué pour plusieurs aspects de son activité, mais pas pour sélectionner des actions. Et un spécialiste du Moyen-Orient, il sait sûrement énormément de choses, mais il ne connaît pas l'avenir. Et tous ces spécialistes disposent bien des compétences intuitives dans certaines de leurs tâches, mais en fait, ils n'ont pas appris à identifier les situations ou les tâches où leur intuition risque de les trahir. Et ça, les limites qui sont non reconnues des compétences professionnelles expliquent aussi pourquoi les experts ils sont souvent beaucoup trop sûrs d'eux. Alors ensuite, il va nous parler de l'évaluation de la validité. Et la voie qui mène à la quasi-perfection, elle est semée d'erreurs commises avec une grande confiance. Et dans un environnement moins régulier ou à faible validité, on évoque l'heuristique du jugement. En fait, le système 1, il est souvent capable de produire des réponses rapides à des questions difficiles par l'effet de substitution, comme on l'évoquait dans les parties antérieures. Et il va créer ainsi une espèce de cohérence, là où finalement il n'y en a pas du tout. Et on répond à une autre question que celle qui était posée. Et la réponse, elle peut être assez plausible pour passer l'examen du système 2, qui lui, rappelons-le, est complètement laxiste et intolérant. Alors par exemple, si vous souhaitez prédire l'avenir commercial d'une entreprise et que en réalité vos estimations elles sont dominées par l'impression que vous ont laissé les dirigeants. Donc vous allez répondre à une question qui est complètement à côté de la question initiale. Et c'est pourquoi la confiance subjective n'est pas un diagnostic d'exactitude. Donc on peut parvenir avec une grande confiance à des jugements qui répondent à la mauvaise question. Alors ensuite, il parle de la vision externe. Et pour ça, il va nous évoquer l'erreur de prévision. Et la vision externe, par opposition à la vision interne, elle s'apparente un petit peu au taux de base. Et par exemple, les prévisions trop optimistes sur l'issue de projets, elles sont monnaie courante. Et l'auteur parle alors d'erreurs de prévision pour décrire des plans ou des prévisions qui, 1, sont beaucoup trop proches de scénarios ultra optimistes, et 2, qui pourraient être améliorés en consultant les statistiques des cas similaires. Alors par exemple, en 2002, il y a une enquête américaine qui démontre que les propriétaires qui font refaire leur cuisine prévoient de dépenser en moyenne 18 000 $. Et à la fin, en moyenne, ils avaient dépensé 38 000 $. Et l'optimisme des planificateurs et des décideurs n'est pas la seule cause des dépassements, parce qu'en l'occurrence, les fournisseurs de cuisine, ils admettent volontiers qu'ils engrangent l'essentiel de leur marge sur des modifications par rapport au plan initial. Et les erreurs de prévision, elles sont alors le reflet de l'incapacité des clients à imaginer l'évolution de leurs souhaits avec le temps. Et ils se retrouvent à payer beaucoup plus cher que s'ils s'étaient dotés d'un plan réaliste et qu'ils s'y étaient tenus. Et dans de tels cas, la grande responsabilité, elle incombe aux décideurs qui approuvent le plan, parce que c'est à eux qu'il revient d'identifier la nécessité d'une vision externe et d'éviter les erreurs de prévision. Comment minimiser l'erreur de prévision ? Alors il y a un grand spécialiste danois de la planification qui enseigne à Oxford et qui s'appelle, je vais le tenter, mais c'est Ben Flischberg. Il y a beaucoup de V et de J et de G collés, je suis désolée, je prononce sûrement très mal son nom. Il résume ainsi, il dit la tendance à sous-estimer ou ignorer l'information distributionnelle est peut-être la plus grande source d'erreurs dans les prévisions. Les planificateurs devraient par conséquent veiller à encadrer le problème de prévision afin de faciliter le recours à toute information distributionnelle disponible. Donc la vision externe, elle consiste à utiliser ce qu'il appelle des informations distributionnelles
tirées d'entreprises comparables à celles qui fait l'objet de la prévision. Et la gestion de l'erreur de prévision se nomme donc la prévision par catégorie de référence. Et ce chercheur l'a appliqué à des projets d'infrastructure dans différents pays. Et la vision externe est mise en œuvre à l'aide d'une immense base de données sur les plans et les résultats qui ont eu lieu dans des projets similaires dans le monde entier. Et ça fournit des informations statistiques sur les dépassements probables en coût et en délai, et sur la probabilité que les projets de différents types n'atteignent pas leurs objectifs. Et donc la méthode de prévision de ce chercheur, elle est 1. Identifier une catégorie de référence appropriée. Donc par exemple quand on parle de rénovation de cuisine, quand on parle de grands travaux ferroviaires, d'installation de centrales nucléaires, etc., etc. Identifier les projets similaires pour ensuite 2. Obtenir les statistiques de la catégorie de référence et utiliser ces statistiques pour établir une prévision de base, et un 3 éventuel qui est de se servir d'informations particulières au sujet, au projet envisagé pour ajuster si besoin la prédiction de base. Et les analyses de ce spécialiste, elles servent à guider les autorités commanditaires de projets publics en fournissant les statistiques des dépassements dans les projets comparables. Alors ensuite, il parle de l'optimisme des décideurs. Et lui, il a travaillé avec un autre chercheur qui s'appelle Dan Lovallo sur une théorie de la prise de décision qui considère le biais optimiste comme une source importante de prise de risque. Et dans le modèle rationnel de l'économie, les gens acceptent la probabilité d'un échec coûteux parce que la probabilité de réussite est assez importante. Donc ils ont proposé une autre idée, eux. Eux nous disent que les gens s'engagent souvent, mais pas toujours, dans des projets risqués parce qu'en fait ils sont trop optimistes quant aux obstacles qui les attendent. Et ça explique sans doute pourquoi les gens intentent des procès en justice et déclenchent des guerres ou encore créent des petites entreprises. Alors justement, il en parle dans son autre chapitre qu'il appelle le moteur du capitalisme. Il nous dit à cause de ses conséquences sur les décisions, le biais optimiste, il est peut-être le plus important des biais cognitifs. Cela dit, il peut tout aussi bien être un avantage plutôt qu'un risque. Donc si vous-même vous êtes optimiste, réjouissez-vous quand même. Certaines personnes, évidemment, elles sont plus optimistes que d'autres. Et si vous-même vous êtes génétiquement pourvu du biais optimiste, donc inutile de vous dire que vous avez de la chance, parce qu'en fait vous le savez déjà évidemment, parce que l'attitude optimiste, elle est essentiellement héréditaire et elle fait partie d'une disposition générale au bien-être qui peut aussi inclure une tendance à toujours voir le bon côté des choses. Et les optimistes, ils sont habituellement plus enjoués, plus heureux et par conséquent populaires. Ils surmontent les échecs, les coups durs, leurs chances de faire une dépression, elles sont réduites. Leur système immunitaire est même plus fort et ils s'occupent mieux de leur santé. Ils se sentent en meilleure forme que d'autres et ils ont réellement des chances de vivre plus longtemps. Et les optimistes, ils jouent un rôle très important dans nos vies puisque leurs décisions ont quand même une influence. Parce que ce sont eux les inventeurs, les entrepreneurs, les chefs politiques et militaires, ce sont bien les optimistes, ce ne sont pas les gens médiocres. Et ils en sont là où ils sont parce qu'ils relèvent des défis, ils prennent des risques. Donc ils ont du talent et ils ont aussi de la chance, plus qu'ils ne le reconnaissent, mais ils en ont. Et bien souvent, ces preneurs de risques, ils font l'effort nécessaire pour identifier quelles sont leurs chances, mais ils sous-estiment le danger. Et les entrepreneurs optimistes, ils interprètent mal les risques. Et ils s'estiment donc prudents, même dans les cas où ils ne le sont pas. Et leur confiance dans leur succès futur va alimenter une espèce d'humeur positive qui les aide à obtenir des ressources des autres, qui accroît aussi le moral de leurs employés, c'est vrai, et qui augmente leur perspective de réussite. Et quand il faut agir, l'optimiste, même sous sa variante légèrement délirante, ça peut être une très bonne chose. Alors venons-en maintenant au danger de l'optimisme chez les entrepreneurs. Alors aux USA, faut savoir que les chances de survie d'une petite entreprise après 5 ans, elle est seulement de 35%. Il y a une enquête qui a montré que 81% des chefs d'entreprise américains estiment leurs chances de succès à 7 sur 10. Et qu'il y a 33% qui affirment que le risque d'échec pour eux est égal à 0, ce qui n'est évidemment pas le reflet de la réalité.
Et cela n'est pas étonnant parce que si vous interrogez quelqu'un qui vient d'ouvrir un restaurant, vous ne vous attendez pas à ce qu'il ait une vision négative de ses compétences en tant que restaurateur, évidemment. Mais malgré tout, on peut se demander, est-ce qu'il aurait investi tout ce temps et cet argent s'il avait raisonnablement fait l'effort d'adopter une vision externe pour en savoir plus sur ses réelles chances de réussite? Puisqu'il faut savoir qu'il y a 60% des nouveaux restaurants qui ferment leurs portes au bout de 3 ans. L'un des avantages d'un tempérament optimiste, c'est que finalement il encourage à tenir bon face aux obstacles, mais cet acharnement, il peut aussi s'avérer coûteux. Et Thomas Astebro va lever le voile sur ce qui se passe quand les optimistes reçoivent de mauvaises nouvelles. Alors ces données proviennent d'une institution canadienne nommée le Programme d'assistance aux inventeurs qui a évalué de manière objective la perspective commerciale des idées des inventeurs. Et donc les évaluations, elles s'appuient sur 37 critères, dont le besoin du produit, le coût de production et puis une estimation de sa demande, etc. etc. Et c'est une note qui est donnée par lettres, en sachant que les lettres D et E annonçaient un échec. Et ces lettres D et E, ça correspondait à 70% des inventions que cet institut passe en revue. Et les prévisions d'échec s'avèrent d'une précision remarquable parce que sur les 411 projets qui ont obtenu la lettre E, il y en a seulement 5 qui ont été commercialisés et sans jamais avoir été des grands succès. Malgré ça, il y a quand même 47% des inventeurs qui avaient reçu une mauvaise note de leurs inventions, qui se sont obstinés dans leurs efforts de développement et en moyenne, ces individus ils ont doublé leur perte de départ avant de renoncer. Et de façon significative, tous les entrepreneurs qui avaient obtenu une note élevée en termes d'optimisme, ils ont eu tendance à persévérer malgré un avis défavorable. Les entrepreneurs, ils sont de manière générale largement plus optimistes que la moyenne de la population. Et plus généralement, les avantages financiers de l'auto-entreprise, finalement, ils sont assez médiocres, puisqu'avec les mêmes qualifications, les gens vont obtenir en moyenne de meilleurs retours en vendant leurs compétences à des employeurs plutôt qu'en se lançant par eux-mêmes. Donc on voit quand même que l'optimiste, il se révèle quand même assez répandu dans la population, mais qu'il est aussi entêté et que ça peut lui coûter cher. Par ailleurs, les psychologues, ils ont confirmé que la plupart des gens, ils pensent sincèrement qui sont eux-mêmes supérieurs aux autres dans la plupart des domaines valorisants. Et sur le marché, en fait, la foi en sa propre valeur, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Alors par exemple, il y a les dirigeants d'entreprises qui se hasardent parfois à des paris énormes sur des fusions et des acquisitions onéreuses. Et en fait, ils préjugent à tort qu'ils seraient bien mieux capables de diriger ces actifs plutôt que ses propriétaires actuels. Alors on explique ces acquisitions mal avisées par une hypothèse de l'orgueil. Et les dirigeants de la société acquéreuse sont simplement moins compétents qu'ils ne le pensent finalement. Et c'est Ulrich Malmandier et Geoffrey Tate qui ont identifié des PDG optimistes par la quantité d'actions de leurs entreprises qu'ils détiennent personnellement. Ils ont observé que les dirigeants très optimistes, en fait, ils prenaient des risques inconsidérés. Ces mêmes dirigeants, ils sont plus enclins à payer des titres trop chers et d'entreprendre des fusions négatives pour les valeurs. Il faut remarquer que la bourse semble détecter tout de même ces PDG un peu trop sur d'eux en les sanctionnant quasi immédiatement et en faisant baisser le cours des actions de ces fusions. Et les PDG qui prennent des paris inconsidérés, ils ne le font pas parce qu'en fait, comme on dit souvent, ils joueraient avec l'argent des autres. C'est pas du tout ça parce que contrairement à cette idée très répandue, eh bien c'est plutôt l'inverse qui se passe puisque en fait ils prennent de grands risques quand les enjeux ils sont encore plus importants pour eux sur le plan personnel. Et les entrepreneurs, ils ont en commun une tendance à la témérité et à l'optimisme, qu'il s'agisse finalement de propriétaires de petits motels ou bien de PDG superstars, ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Et la prise de risque optimiste des chefs d'entreprise, ça contribue certainement au dynamisme d'une société capitaliste, même si la plupart des preneurs de risques subissent quand même des déceptions. En l'occurrence, la question, elle peut se révéler plus sensible quand on se demande si le gouvernement
doit consentir des prêts à des candidats entrepreneurs qui sont condamnés à la faillite. Et ça, c'est un vaste débat qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Alors, il parle ensuite de la négligence de la concurrence. Alors, il serait tentant d'expliquer l'optimisme entrepreneurial comme un agrégat de vœux pieux, parce que les biais cognitifs jouent un rôle important, et en particulier ce fameux Covera. Et nous nous concentrons sur notre objectif, notre plan, et nous négligeons les taux de base. Et ça nous expose à l'erreur de prévision. Et en fait, on se concentre sur ce que nous voulons et ce que nous pouvons faire en négligeant les plans et les talents d'autres que nous. Et on se concentre aussi sur le rôle causal du talent pour expliquer le passé et anticiper l'avenir. Et ça nous fait négliger totalement le facteur chance. Et nous sommes donc enclins à une illusion de contrôle. Et enfin, on se concentre sur ce que nous savons et nous négligeons ce que nous ne savons pas, ce qui nous rend trop sûrs de nos convictions. Et le résultat, c'est que les gens, ils ont tendance à être trop optimistes quant à leur capacité relative dans toute activité dont ils se tirent en fait finalement modérément bien. Alors par exemple, on a demandé à un créateur de start-up innovante dans quelle mesure vos résultats dépendent-ils de ce que vous faites dans votre start-up. Et en fait, la réponse, elle n'est jamais inférieure à 80%. Et pour les gens audacieux, ils estiment avoir le sort de leur entreprise entre leurs mains. Et ils ont certainement tort, parce que les résultats d'une start-up dépendent autant des performances de ses concurrents que des changements sur le marché, que de ses propres efforts. Et Colin Camerer ainsi que Don Lovallo, qui sont les inventeurs du concept de négligence de la concurrence, ils l'ont illustré par une citation du président de l'époque des studios Disney. Quand on lui a demandé pourquoi tant de grosses productions sortaient le même jour, et notamment le 4 juillet, jour de la fête de l'indépendance aux États-Unis, il a juste répondu « l'orgueil, l'orgueil ». Quand vous ne pensez qu'à votre entreprise, vous vous dites « j'ai de bons scénaristes, de bons commerciaux, voilà ce que nous allons faire ». Et vous n'imaginez pas que tout le monde pense de la même façon. Pour un week-end donné dans l'année, vous allez avoir 5 nouveaux films et il n'y a certainement pas assez de gens pour aller les voir. Et cette réponse parle d'orgueil, mais sans aucun sentiment de supériorité par rapport aux autres studios. C'est juste que la concurrence ne fait tout simplement pas partie de la décision où, encore une nouvelle fois, une question difficile a été remplacée par une question plus facile. La question qu'il faut se poser étant, sachant ce que d'autres vont faire, combien de gens iront voir notre film? Mais en fait, la question que le studio se pose, ça va devenir, avons-nous un bon film et une organisation efficace pour le commercialiser? Et le processus familier de Covera, ainsi que la substitution de la question, ça va déboucher à la fois sur la négligence de la concurrence, mais également sur l'effet de supériorité par rapport à la moyenne. Et la négligence de la concurrence, ça a pour effet la saturation du marché et on voit entrer en fait sur le marché plus de concurrents qu'il ne peut en accueillir en restant profitable. Alors concernant l'excès de confiance, il y a une étude qui a été menée pendant plusieurs années à l'université de Duke. On a pris des DAF, donc des directeurs financiers des plus grandes entreprises qui devaient estimer l'évolution de l'indice des notations de Standard & Poor's sur l'année suivante. Et on a 11 600 prédictions qui ont été rassemblées pour analyser leurs exactitudes. Alors la conclusion, elle est très simple. Les DAF des grandes entreprises, donc les directeurs financiers, ils n'ont aucune idée des fluctuations boursières à court terme. Et en fait, ces découvertes, elles sont finalement pas surprenantes. Et c'est juste que la mauvaise nouvelle, c'est que ces DAF, ils n'étaient apparemment pas conscients du peu de valeur de leurs prévisions. Et ils étaient beaucoup trop confiants dans leur capacité à prévoir le marché.
Et la réponse honnête, finalement, que donnerait un DAF à son conseil d'administration, ça serait évidemment complètement ridicule, parce qu'il prendrait la forme d'une très grande fourchette d'évaluation, et ce serait un peu un aveu d'ignorance, ce qui socialement est inacceptable, on le comprend facilement, de la part de quelqu'un qui finalement est payé pour s'y connaître dans le domaine financier. Enfin, cependant, il y a les institutions et les entreprises qui suivent les conseils d'experts trop sur deux, ils peuvent quand même s'attendre à en payer les conséquences. Et comme l'a affirmé Nassim Taleb, dont on parlait au début de cette partie, il y a une appréciation inadéquate de l'exactitude de l'environnement qui pousse immanquablement les agents économiques à prendre des risques qu'ils devraient éviter. Cela dit, l'optimisme, il est socialement valorisé et les gens et les entreprises, ils ont tendance à récompenser ceux qui fournissent des informations dangereusement trompeuses et à l'inverse, ils sanctionnent ceux qui disent la vérité. Et les pressions socio-économiques qui favorisent la confiance en soi, ça ne se cantonne pas à la prévision financière, hein. Il y a d'autres corps de métier qui doivent gérer le fait finalement que l'on attend d'un expert digne de ce nom qu'il fasse preuve d'une grande confiance. Et l'excès de confiance, ça semble par exemple endémique en médecine et elle est encouragée par ses clients, ses patients, parce qu'en général, le fait de ne pas être sûr de soi, c'est considéré comme une faiblesse et un signe de vulnérabilité chez les médecins. Et la confiance, elle est préférée à l'incertitude. Alors les experts qui reconnaissent l'étendue de leurs ignorances, ils doivent quand même s'attendre à être remplacés par des concurrents qui seraient du coup plus sûrs d'eux. Enfin, cela dit, il y a une incertitude extrême qui peut être aussi paralysante dans des situations dangereuses. Et l'aveu qu'on est simplement en train de jouer à pile ou face est d'autant plus inacceptable quand les enjeux ils sont élevés. Donc la solution consiste souvent à prétendre que l'on sait. Et le principal avantage de l'optimisme, c'est la persévérance face au revers, hein, c'est vrai, il faut le dire. Et d'après Martin Seligman, qui est inventeur de la psychologie positive, le style optimiste, il nécessite de s'arroger le crédit des succès et de ne pas se reprocher les échecs. Donc en d'autres termes, dans des secteurs avec de forts taux d'échecs, comme par exemple vendre de l'assurance par téléphone, se faire raccrocher au nez en se disant quelle sale bonne femme, pour ne pas être vulgaire, passe mieux que de se dire je suis vraiment nulle. Alors ensuite, il nous parle de la technique du pré-mortem, qui est pour lui quand même un remède incomplet. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors, est-ce qu'on peut s'entraîner à surmonter un trop grand optimisme, lequel semble quand même délétère à notre prise de décision, comme je viens de vous en faire la démonstration. Et c'est Gary Klein, qui est le fameux partisan de l'intuition, qui propose une technique qui s'appelle le pré-mortem. Donc la procédure, elle est simple. Quand l'entreprise elle est sur le point de prendre une décision importante, mais qu'elle n'est pas encore engagée officiellement, en fait, Klein, il suggère de rassembler pour une courte séance un groupe d'individus au courant de cette décision. Et la séance va débuter par une brève présentation de la décision qui est sur le point d'être prise. Et ensuite, on leur dit, imaginez que nous soyons dans un an plus tard, nous avons mis le plan en œuvre tel qu'il est, et le résultat est catastrophique. Donc prenez 5 à 10 minutes pour rédiger une histoire succincte de cet échec. Donc en fait, cette méthode, elle a deux avantages. Premièrement, elle va éviter les modes de pensée grégaires, c'est-à-dire elle va éviter que les gens soient de simples suiveurs. Et cette pensée grégaire, en fait, elle affecte nombre d'équipes une fois qu'une décision a été prise. Et deuxièmement, elle va libérer l'imagination des gens avertis en l'orientant sur un sujet où l'on en a besoin. Mais ce n'est pas non plus une panacée et puis elle n'offre pas une protection absolue contre les mauvaises surprises. En revanche, elle peut contribuer nettement à limiter les dégâts de plans qui sont victimes des biais de Covera et de l'optimisme complaisant.
Voilà, et bien c'est la fin de cette troisième partie sur les mécanismes de l'excès de confiance en soi. Je vous donne rendez-vous, si vous le voulez, pour la partie 4 qui se nomme Faire les bons choix. Kenavo. Il a quand même une l'esclavage attitude mondaine. Donc ça laisse deviner l'état d'ébriété quasi Alors dans les faits, permanent comment ça se des passe à Marocains. cette époque? Un Porteur, docteur qui s'appelle le docteur Kellogg, Pour lui, en fait, et son qui modèle de invente réussite, c'est la célèbre marque c'est Napoléon. de céréales présente le éponyme. livre de Lucille.